Le mois de novembre s'achève avec son lot d'actualités lourdes ou pas joyeuses. Masques qui reviennent, chiffres de l'éducation nationale qui confirment un naufrage, ou lois qui avancent en bien comme en mal, dégradation. Bref, ne tournons plus autour du pot. Bienvenue sur Capsule Éducation. Les masques de retour dans les écoles élémentaires. La capsule actu d'octobre nous laissait dans l'incertitude quant aux masques à nouveau absents des classes. Mais voilà, Monsieur Macron annonce finalement son retour dans son allocution du 9 novembre. Le masque est de nouveau obligatoire en école élémentaire depuis le lundi 15 novembre jusqu'à... on ne sait quand, mais probablement pour encore un moment, puisque c'est aussi le retour du niveau 2 dans tous nos établissements. Seule question qui me vient en tête, fera-t-on de nouveau face à un confinement prochain ou à un protocole un peu plus strict? Ou bien même retourner en mode hybride, ce qui ne plaît pas forcément. Le budget de l'éducation nationale. Les chiffres ont fini par tomber suite au Conseil des ministres du 3 novembre. 75 millions d'euros consacrés au budget de l'EN ont en effet été rendus, inutilisés, sur les 55 milliards alloués sur l'année 2021. Dans ces 75 millions d'euros figurait notamment le budget vie de l'élève, qui représentait environ 40 millions d'euros, une somme qui servait en principe à la rémunération des collègues AESH. L'enseignement scolaire public perd dans les 18 millions d'euros, contre 2 millions et quelques euros pour le privé. Enfin, l'enseignement agricole aura pu utiliser tout son budget. D'un autre côté, le budget alloué à l'enseignement supérieur et à la recherche se voit dépouillé de quelques 124 millions d'euros inutilisés. Pour rappel, en 2020, c'était bien 600 millions d'euros du budget EN qui étaient rendus par le ministère. Donc, voici mes humbles questions. Comment les ministères peuvent-ils rendre autant d'argent quand ils savent pertinemment que nous en avons absolument besoin? Que c'est toute une branche qui doit bénéficier d'une revalorisation, d'un classement, de moyens? Avec ça, difficile de s'étonner de manquer autant de budget, puisque celui-ci est rendu par des personnages dont on ne comprend pas les motivations. Ou plutôt si, on comprend facilement. On comprend que c'est la politique d'économie qui est faite sur l'enseignement et l'éducation. À noter, le budget 2022 consacré à la maison s'élève à 56,5 milliards d'euros. Faisons donc les paris. Devra-t-on dire au revoir à la moitié du plus gros budget de gouvernement, puisque l'éducation constitue le premier budget de l'État? Des démissions en hausse dans l'éducation nationale. Le ministère a accepté de divulguer les chiffres des démissions des enseignants, juste des enseignants, attention, dans le Conseil des ministres du 3 novembre. Pour 2020-2021, ce sont 937 enseignants qui ont démissionné du premier degré, contre 617 dans le second degré. Un total de 1600 enseignants en tout. Certes, peu comparé aux 800 000 enseignants qui composent toute l'éducation nationale. Mais voilà qui est intéressant. Les chiffres s'arrêtaient à 637 sur l'année 2012-2013 et 1399 en 2017-2018. Il y a une tendance clairement évidente sous ces chiffres, celle de l'augmentation des démissions. Question: quand faudra-t-il commencer à s'inquiéter de toutes ces démissions? Y aura-t-il une seule réflexion politique sur le taux de démission qui grimpe en même temps que le recrutement d'enseignants se fait plus difficile par pénurie de candidats? Doit-on attendre une crise de suicide dans l'EN pour agir rapidement? Une proposition de loi concernant les assistants d'éducation. C'est une proposition de loi que l'on doit au sénateur Pierre-Jean Verzelen et déposée au Sénat le 3 novembre dernier. Cette proposition-là souhaite permettre aux AED du public d'accéder à un CDI une fois leurs 6 ans accomplis. Le sénateur expose par ailleurs ce à quoi les collègues AED font face quotidiennement dans leurs conditions de travail. Pour l'instant, l'AED du public est un contractuel qui ne peut plus exercer en tant qu'AED une fois sa 6e année en poste achevé. Et cette proposition de loi doit lui permettre d'avoir un statut similaire à celui des AED du privé, qui, eux, pour rappel, bénéficient d'un CDI puisqu'ils sont personnels de droit privé rattachés aux OGEC. Un CDI devra être proposé à tous les collègues qui finissent leur 6e année, avec bien sûr possibilité pour eux de refuser. Une majorité de collègues s'est intéressée à ce texte et a même diffusé une pétition pour compléter la proposition de loi. On en retiendra donc que la majorité souhaite un CDI, une autre partie privilégie plutôt une titularisation des AED, avec concours ou sans concours. Et moi, j'ai des questions. Même s'il y en a moins qu'avant, qu'en sera-t-il des étudiants qui veulent travailler comme AED si les CDI sont déjà pourvus et les CDD restants pourvus par des non-étudiants? Les places finiront-elles par être aussi bouchées et chères que dans le privé, puisque le mouvement sera moins dynamique avec les collègues intéressés à rester en poste? Et si les places sont bouchées, qu'en sera-t-il de la compétition entre tous les candidats, qu'ils soient expérimentés ou non d'ailleurs, pour trouver un poste?
Qu'en est-il des collègues qui ont déjà dépassé leurs 6 années et qui veulent poursuivre? Seront-ils concernés par ce changement? La proposition de loi n'a pas encore passé les étapes de la discussion, alors ces questions devront rester sans réponse jusqu'à la suite des événements. Persévérance et réflexion donc pour parvenir à garder le métier d'assistant d'éducation accessible à chacun, puisque c'est un métier à forte diversité de parcours, mais il faut aussi parvenir à revaloriser la vie scolaire dans son ensemble. Dernière nouvelle de la loi RILAC sur la fonction de directeur d'école. La capsule actu d'octobre nous laissait dans l'attente de ce qu'allait donner la commission mixte paritaire du 17 novembre. Celle-ci ayant eu lieu, voici quelques ajustements faits. Le directeur d'école organise les débats sur les questions relatives à la vie scolaire, bénéficie d'une délégation de compétences de l'autorité académique pour le bon fonctionnement de l'école qu'il dirige, et dispose d'une autorité fonctionnelle dans le cadre des missions qui lui sont confiées. Quelque chose à retenir quand même, c'était une question de grande importance déjà la dernière fois. L'aide administrative accordée au directeur d'école n'est toujours pas explicitée ni adoptée. Le texte dit seulement ceci. Lorsque la taille ou les spécificités de l'école le justifient, l'État peut mettre à disposition des directeurs d'école les moyens leur garantissant une assistance administrative. Dans le respect de leurs compétences, les communes ou leurs groupements peuvent mettre à disposition des directeurs d'école les moyens matériels nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. La différence réside dans ce peut qui n'est pas une réponse claire et arrêtée. Dans ces conditions, si la fonction de directeur d'école est pleinement reconnue et son autorité fonctionnelle établie, du côté des moyens, des décharges et de l'aide administrative, c'est quand même une copie à revoir pour soulager au maximum les collègues du premier degré. La proposition de loi attend encore d'être promulguée, mais à ce stade, il s'agit d'une formalité. L'école, l'endoctrinement et le Figaro Magazine. Un dossier de 17 pages concocté par le Figaro Magazine dans l'édition du 12 novembre dernier suscite indignation et réaction exacerbée. En couverture figurait le titre suivant. École, comment on endoctrine nos enfants? Antiracisme, idéologie LGBT+, décolonialisme, enquête sur une dérive bien organisée. Titre délibérément provoquant afin d'ameuter le plus de monde possible, ce qui n'a pas manqué bien sûr. Majorité de commentaires se sont arrêtés à la couverture. Ceux qui se sont aventurés à l'intérieur, ou pas, pointent des témoignages qui seraient bidons, une généralité vomissante et tant d'autres choses. Le dossier ne mentionne jamais une généralisation des comportements et situations vécues, mais ne dit pas non plus que les témoignages ne concernent qu'une minorité d'établissements, d'où sans doute l'impression que c'est toute la profession entière qui est visée. Quant aux témoignages en eux-mêmes, on ne peut pas vérifier leur véracité, oui, mais on ne peut pas non plus affirmer leur invalidité. Pour des avis politiques tranchés, vous n'aurez pas à chercher très loin pour les trouver. Mais pour un avis plus nuancé qui pointe les torts du magazine tout autant que les réflexions à entamer, je vous conseille la lecture du fil à dérouler de Jean-Rémy Girard sur Twitter. Jean-Michel Blanquer a quant à lui donné une réponse le 17 novembre, dont voici le compte-rendu officiel du Sénat. L'école transmet des connaissances et des valeurs. Sans aucun doute, la lutte contre le racisme et l'homophobie, la défense du féminisme font partie de ces valeurs. Je soutiens les enseignants qui les transmettent. Il est vrai cependant que certains courants de pensée venus des États-Unis, influents dans certains cercles intellectuels, traversent notre société, et donc notre école. Ça serait une erreur de ne pas le voir. Une réponse jugée comme allant dans le sens du Figaro Magazine par les syndicats et la profession. Ce que moi je déciderais de retenir de tout ce bruit, c'est plutôt la notion de pédagogique et celle d'idéologique, et les barrières qui les séparent. Les sorties d'ouvrages ou de documents en rapport avec l'éducation nationale. Marion AESH a un livre plutôt autobiographique de Lucie Monac, que l'on peut retrouver chez JDH Éditions. C'est un livre paru en août 2021 avec 224 pages. Un livre en lien avec les revendications des collègues AESH, ou tout simplement pour connaître leur métier et leur quotidien. Camélia tome 1, Face à la meute. Une BD de 72 pages de Christophe Cazeneuve, sortie en fin septembre et à retrouver chez Bambou Éditions. Une BD qui traite de harcèlement scolaire, dont la journée de lutte a eu lieu le 18 novembre dernier, peut-être à mettre en avant dans nos CDI. Flash info intitulé « Des nouveaux bacheliers entrent en première année à l'université, moins nombreux en 2021-2022 ». Un document que le MESRI a mis en ligne en mi-novembre pour nous en apprendre davantage sur la situation des nouveaux bacheliers. 2 documents pour espérer comprendre une dynamique inquiétante. Note de service rendue par l'ADEP intitulée « Les effets des choix des élèves en lycée général et technologique sur les services des enseignants ». Un document de 4 pages révélateur du naufrage de la réforme du lycée. Un petit mot sur le podcast.
Ce mois-ci, nous avons pu aborder une partie d'émission du chef d'établissement sur l'épisode 5, notamment s'il était plutôt un coordinateur de son établissement ou un PDG. L'épisode 6 nous amenait sur l'élève et sur ce que ce rôle signifiait, ses attendus et ses dérives actuelles. On complétait notre portrait de la communauté éducative avec les rapports très tendus des familles avec l'école. Ça, c'était l'épisode 7. Et notre dernier épisode du mois, l'épisode 8, nous révélait à quel point les enseignants souffraient et à quel point la crise de recrutement augmentait, alors que le métier est toujours aussi jalousé. Le premier épisode hors série faisait son apparition et décortiquait le dossier du Figaro Magazine en essayant d'adopter un angle de vue différent et aussi éloigné que possible de l'affect, de la réaction émotionnelle. De mon côté, je me prépare à enregistrer l'épisode 12 dans les jours qui suivent et je finis le script de l'épisode 17 en même temps. Capsule Éducation a encore des choses à dire pour un petit moment. Quant à nous, je nous souhaite une fin de semaine aussi paisible que possible et un mois de décembre pas trop froid, s'il vous plaît. Soyez prudents, prenez soin de vous et tenez bon, peu importe ce qui pourrait arriver sur ce mois. On se retrouve mercredi pour parler orientation, mais en attendant, reposez-vous bien.